Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo concernant les facteurs de prévention de santé et d'expression de la santé. Nous avons parlé premièrement de la qualité de l'air, nous allons parler aujourd'hui de la qualité de l'eau, puisque c'est un deuxième besoin fondamental. On a vu que l'air était indispensable et qu'il était souvent négligé parce que impalpable et invisible. L'eau par contre, on peut la voir, on peut la toucher, on peut la sentir dans notre organisme plus profondément souvent que l'air, sauf si on est vraiment très conscient. Mais elle a un problème, c'est qu'elle est translucide. Et c'est un problème, pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas les polluants qui peuvent y demeurer. Souvent, on va dire, l'eau est potable, donc c'est bon. Ou alors, on va dire, ah, elle est un peu jaunâtre, je ne vais pas la prendre, par contre, celle-ci, elle est transparente, je vais pouvoir la boire. C'est un biais très dangereux. L'eau peut être un peu teintée, parce qu'elle a été au contact de végétaux, voire de minéraux, et être un peu jaunâtre, un peu verdâtre, mais être complètement saine, complètement naturelle, complètement purifiée, alors qu'une eau peut être translucide et bourrée de métaux lourds et d'éléments chimiques. Mais ça, c'est notre regard trop matériel, notre conception trop figée sur les choses, à les considérer par le prisme d'un seul sens, souvent la vue, qui nous trompe. Or, quand on va faire des analyses de ces eaux sous différents procédés, eh bien, on va voir qu'elles vont être plus ou moins potables. Je précise que pour parler avec plusieurs personnes travaillant dans la qualité d'eau, dans le prélèvement de l'eau, eh bien, quand je leur demande est-ce que l'eau est potable à tel endroit, elles me répondent souvent écoute Fabien, dans l'eau on y trouve ce qu'on y cherche. Donc nous sommes des opérateurs, on nous demande de chercher ça et on cherche cela. Sachant que les normes sanitaires sont relevées à peu près tous les 10 ans sur la qualité de l'eau, donc la potabilité d'une eau est très aléatoire d'un pays à un autre, et je dirais même d'un contexte sanitaire à un autre dans le même pays. Reste que nous devons nous informer grandement. Alors vous avez des relevés, normalement toutes les communes doivent mettre l'état de potabilité de l'eau sur des sites internet gouvernementaux, officiels, et vous pouvez constater. Alors il y a tout un tas de rejets chimiques dans l'eau, que ce soit les résultats des épandages des paysans, puis surtout l'activité industrielle. Ce qui fait que énormément de rivières en France, beaucoup de rivières en France sont interdites à la pêche. Pourquoi? Parce qu'elles sont polluées, donc les poissons sont des concentrations en polluants et que si nous les pêchons, et à plus forte raison si nous les consommions, eh bien nous aurions des symptômes désagréables. Donc ça, ce sont des données officielles. Je rappelle que la pêche est interdite entre Lyon et Marseille, par exemple, puisque le Rhône est extrêmement pollué, mais que ce Rhône-là se déverse dans la Méditerranée. Donc vous avez plusieurs bassins, et ce qui est problématique dans l'eau, c'est bien sûr il y a la pollution industrielle, bien sûr il y a la pollution due à l'activité paysanne, mais il y a également la pollution due aux perturbateurs endocriniens, les résidus de pilules contraceptifs notamment, et eh bien ça ne se filtre pas. Les hormones ne se filtrent pas. Et donc, on voit par exemple, je parlais du sud de la France, les l'étang de Thau et les l'étang de Berre sont extrêmement concentrés en hormones œstrogènes, et ce qui fait que les sexes des poissons ont muté. Et nous avons une dominante de poissons femelles. Eh bien, on retrouve les mêmes problèmes sur les humains, c'est-à-dire une hyperconcentration en œstrogènes, ce qui explique aussi ces perturbateurs endocriniens, le syndrome d'endométriose auquel nous avons à faire face au niveau de la société. Et je rappelle par exemple que les urines qui contiennent eh bien, des résidus médicamenteux, antibiotiques et donc d'hormones, eh bien, sont filtrés, sont dits potables, mais cela reste. Ça reste vraiment. Donc entre l'antibiorésistance et les modifications endocriniennes qu'on constate au niveau sanitaire, eh bien, il y a une urgence à agir sur la qualité de son eau et au moins s'informer. Après, la question, c'est quelle eau boire? Alors, j'ai fait une vidéo sur l'eau, qui s'appelle Quelle eau boire d'ailleurs, qui dure 30 minutes. Je n'ai pas eu de réponse formelle parce que c'est tellement large qu'on pourrait se placer. En tout cas, de mon point de vue, il faut être extrêmement vigilant à l'eau qui coule du robinet, qui est une eau dite potable, mais qui n'est pas sans danger, évidemment, par les perturbateurs endocriniens et les résidus chimiques qu'elle contient qui ne peuvent être filtrés. Alors, il existe des systèmes de filtration. Il existe l'osmose inverse, il existe la distillation, il existe la microfiltration par charbon, il existe ensuite des procédés dits de dynamisation, etc., etc. Je vous invite à vous informer dessus. Pour ma part, j'utilise un système de filtration par charbon microporeux qui ne nécessite pas d'électricité, et ensuite je la dynamise, puisque une eau doit être vivante
avec la présence d'ions négatifs. Ce qui fait qu'une eau, là il y a des sources pas loin, l'eau roule sur les cailloux, elle est en dynamisme et elle se charge en oligo-éléments, et au bout de 30 secondes qu'elle est sortie de son lit, qu'elle n'est plus en action vivante, eh bien elle ne contient plus d'ions négatifs. Ce qui rend les oligo-éléments et minéraux difficilement, voire peu, voire pas assimilables au niveau de l'organisme. Et c'est pour ça que les eaux très minéralisées ne sont pas bonnes pour la santé, tout simplement parce que nous ne pouvons pas assimiler ces minéraux-là qui sont nos colloïdaux. Donc nous devons, ce qui renvoie aux eaux en bouteille qui contiennent beaucoup de minéraux, qui sont inertes et surtout qui sont contenus dans du plastique, et avec la chaleur et par le fait que l'eau transporte, l'eau c'est un solvant, hein, ça transporte des informations nutritionnelles et même chimiques, enfin tout est chimique, eh bien on va retrouver ces informations du plastique, des résidus de pétrole, dans l'eau, à plus forte raison si elle est stockée à la chaleur, ce qui est interdit, mais ce qui est malheureusement le cas. Si vous allez dans les réserves de supermarchés au mois d'août, eh bien vous verrez des palettes d'eau qui sont stockées au soleil. C'est tout à fait constatable, donc il fait peut-être 40 degrés ressenti, donc vous allez avoir une migration, et vous l'avez tous constaté, si vous laissez une bouteille dans votre voiture, l'eau aura le goût de plastique. Eh bien c'est normal, il y a une migration par la chaleur et la décomposition chimique. L'eau que nous buvons nous sert à hydrater notre corps et nos cellules. Nos cellules, intracellulairement, sont composées à 99% d'eau. Notre corps entier est composé de 70% d'eau. Évidemment que la qualité de l'eau que nous allons consommer est extrêmement importante pour la santé de notre physiologie et ce que nous allons exprimer. Donc, oui, l'eau potable au robinet est une aubaine, puisque une grande partie de l'humanité ne jouit pas de cette aubaine-là. Oui, l'eau du robinet est peu chère. Oui, l'eau du robinet est translucide. Oui, l'eau du robinet est... on ne va pas mourir sur le coup, mais il faut s'y intéresser. On cherche... Enfin, si on a la possibilité d'améliorer nos conditions sanitaires, il ne faut pas se priver de le faire. Et donc, se renseigner dessus. Et aujourd'hui, où nous sommes en confinement, évidemment, la majeure partie d'entre nous va consommer de l'eau du robinet, parce que il est toujours préférable de consommer de l'eau, si on le peut, sans devoir sortir faire des courses et d'être en contact. Mais si on avait un système de filtration, ça serait encore plus efficace. Et donc, je nous invite, déjà, à nous documenter sur l'état de l'eau en France, puisque ça nous concerne, mais si vous regardez au niveau francophone, regardez dans vos pays. Je nous invite à nous renseigner sur l'accès à l'eau, la possibilité de filtrer cette eau. Vous avez le temps, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, il y a Yann Oliveau, il y a Henri, le professeur Henri de la faculté de Strasbourg. J'essaie de me rappeler les auteurs. Enfin, Yann Oliveau a écrit vraiment un super livre. Je suis désolé, j'essaierai peut-être que je mettrai en commentaire si je ne suis pas feignant. J'ai fait une vidéo sur l'eau quand même, où je donne des exemples, et j'ai fait sur l'électromagnétisme aussi, où je parle des sources de l'eau. Donc renseignez-vous, vraiment, c'est important, et puis agissez sur cette eau-là, sachant qu'elle nous constitue, et que l'eau qu'on devrait boire, normalement la première eau de qualité, eh bien c'est l'eau des végétaux. C'est l'eau des végétaux, et quand on mange suffisamment de végétaux, notamment crus, eh bien, on constate qu'on ne boit pas. Parce que si vous mangez des concombres, si vous mangez des tomates, si vous mangez des pommes, ceux qui sont même diurétiques, eh bien, on n'a pas soif. Et moi, il m'arrive des fois pendant plusieurs jours de ne pas boire d'eau, tout simplement parce que je mange énormément de végétaux. Et ça, c'est une hydratation de première qualité. Et là, on ne se pose pas la qualité de l'eau qu'on doit boire. Et puis, de temps en temps, on va se prendre un verre d'eau, et ça aura un effet minime. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous encourage à faire circuler cette vidéo, je vous encourage aussi à vous abonner pour suivre cette série de vidéos, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. À très vite.